Alors, la métacognition, c'est-à-dire vraiment ce qui est à l'œuvre derrière l'idée de méthode et outils pour apprendre. Scientifiquement, on ne parle jamais de méthode et outils pour apprendre, ce sont des concepts propres à l'éducation nationale. Alors, la métacognition, c'est un processus mental aussi, à partir du processus mental dont on a parlé tout à l'heure. C'est un processus mental sur comment est-ce que j'apprends, comment je surveille ce que j'apprends et comment je le contrôle, comment j'adapte. Et c'est la base de la dynamique de progrès dont on parlait tout à l'heure. Si certains élèves concluent de ce processus métacognitif que l'on a tous, parce que le système 2, le système 3, on l'a tous, que c'est clair, ils sont bêtes et ils resteront bêtes, ils auront du mal à progresser et vous serez vite découragés. Donc, comment faire en sorte qu'ils n'en soient pas là? Alors, pour ça, on a un certain nombre de composantes dans ce processus métacognitif. Il y a d'abord des connaissances sur les méthodes et les outils pour apprendre. Parce que derrière cognition, qui est le mot scientifique, on a dans le langage éducation nationale, méthode et outils pour apprendre. Quelles sont les connaissances de la personne sur les méthodes et outils pour apprendre? Alors, la recherche a distingué 3 sortes de connaissances sur lesquelles vous avez à travailler. Première sorte de connaissances, les connaissances sur la personne qui apprend. Qu'est-ce que c'est que apprendre? Nous, on l'a vu ensemble, de mon point de vue, c'était nécessaire. Dans une classe, quand est-ce qu'on parle de qu'est-ce que c'est que apprendre? Pour certains élèves, apprendre, c'est mémoriser. Et mémoriser, c'est répéter. Si possible, pour certains au dernier moment, parce que ça reste en tête, ou le soir avant de se coucher, ou voilà, ils ont plein de théories qui sont assez intéressantes à aller explorer. Mais il y a aussi des connaissances sur la personne qui apprend, qui sont des connaissances sur relatives aux disciplines. Je suis fort en mathématiques, mais Nadia, elle a toujours été forte en mathématiques, depuis le début que je la connais. Et José, lui, il a progressé en mathématiques, j'ai vu. Et donc il y en a qui sont toujours forts, il y en a qui progressent, et moi je ne sais pas trop, et comment faire. C'est ces connaissances-là qui sont importantes. Et qui conditionnent la manière d'apprendre et la manière de piloter ces apprentissages. Quand est-ce que l'on parle de ces connaissances-là? Il y a des connaissances sur la tâche à réaliser, ce qui est à faire. On me dit de lire l'énoncé. Est-ce que je sais que lire un énoncé de mathématiques, c'est pas lire un texte en français? Est-ce que je sais la différence des deux? On me dit de résoudre un problème. Est-ce que je sais qu'en mathématiques, résoudre un problème, c'est pas uniquement donner le résultat, mais qu'il faut aussi donner le raisonnement? Alors que dans d'autres disciplines, je pense aux sciences expérimentales, souvent si on a le résultat, même s'il y a des erreurs dans le raisonnement, le résultat prime beaucoup. Alors qu'en maths, c'est très différent. En géographie, on me demande de faire un schéma d'un paysage. Ah, ça ressemble à ce que le prof d'art m'a demandé, on fait des paysages, et puis ça se trouve, on a travaillé Cézanne et tout ça. Eh ben non, c'est pas la même chose. Est-ce que je sais ça? Alors, il ne faut pas énoncer ces connaissances de manière théorique aux élèves, mais bien leur dire, attention, vous avez lu, et je sais que vous lisez en français,
des textes informatifs. Là, on lit un texte en maths. Qu'est-ce qui est important quand on lit un problème, etc. Reprendre ces questions. Et puis des connaissances sur la stratégie. Pour faire un bon résumé, qu'est-ce que je dois savoir faire? Déjà sélectionner les informations pertinentes. Je dois identifier un processus, je suis en technologie. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, l'important c'est les fonctions des différents éléments du système. Je suis en langue étrangère, je veux communiquer. Qu'est-ce qui est important? Ah oui, je dois savoir si l'autre a compris mon message. Voilà, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre, quelles sont les stratégies principales. Et là, encore une fois, souvent c'est très implicite. Comment le faire explicitement? Ça, c'est le premier type de connaissances qui sont à développer chez les élèves. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre pour moi et pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans telle tâche? Comment est-ce qu'on peut le faire? Quelles sont les stratégies? On voit que là, on a du travail pour l'aide personnalisée aussi. Très directement. 3 types de questions pour l'aide personnalisée. Deuxième type de composante pour ces processus métacognitifs, c'est le pilotage des apprentissages, la régulation. La régulation, c'est, premier élément, comment je peux anticiper là où je vais, le but, le bout de la chaîne verte dont je parlais tout à l'heure. Quels sont les moyens qui sont donnés aux élèves pour qu'ils sachent où ils vont? Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire dans les étapes juste après? Je suis bien d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas la peine d'aller trop loin. Dans les étapes juste après. Quelles sont ces différentes étapes? Si les élèves ne peuvent pas anticiper, parce que un jour il y a le bilan final, parce que un jour il y a des devoirs qui sont donnés pour le lendemain, parce que à un moment on s'arrête et on se met à travailler tout seul sur sa feuille. S'ils ne peuvent pas anticiper tout ça, c'est pas la peine pour eux d'enclencher le système 3 et le système 2. Restons au système 1, c'est-à-dire qu'on attend ce qui vient puis on répond intuitivement. Vous voyez comment ça... Tous ces éléments se tiennent depuis le début. Mais c'est un système, encore une fois, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, dites-vous bien que si vous leur donnez les moyens d'anticiper, ça va les aider dans le fait de déclencher le reste. Comment je peux surveiller ce que je suis en train de faire? Un élève qui sent qu'il a des difficultés, si pour surveiller, il n'a qu'une chose à faire, c'est de lever le doigt et puis attendre. Nous, grâce à nos caméras de fond de classe, on peut voir que certains élèves sont très patients. 10 minutes, la main levée, c'est possible. Mais pendant ce temps-là, ils n'avancent pas. Donc, comment est-ce que l'élève, quels sont les moyens que l'élève a pour surveiller? Comment est-ce qu'il avance au fur et à mesure? Donc du coup, on en arrive aux compétences et au système d'indicateurs pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Comment est-ce qu'ils peuvent contrôler, adapter, c'est-à-dire changer leur comportement? Alors changer leur comportement, ça va être je mets plus de concentration, j'accélère, je passe, je reviendrai. Ça, c'est plus difficile à accéder à cette idée-là quand on est en classe avec 25, effectivement. Par contre, c'est tout à fait adapté aux activités en petits groupes, à l'aide personnalisée. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu devrais faire? Tu sens que tu arrives ou pas? Et puis on donnera tout à l'heure quelques moyens encore plus pratiques, quelques
quelques gestes professionnels. Alors, l'intérêt, c'est de rendre explicite, comme je l'ai dit, ces connaissances sur la cognition pour permettre la régulation efficace et puis aussi de donner des éléments de régulation qui vont stimuler les connaissances sur la cognition, sur les méthodes et outils pour apprendre. Alors, il faut bien vous dire que tout ça fonctionne pour tous les élèves tout le temps. Inconsciemment, souvent, mais ça fonctionne tout le temps. Et ça ne fonctionne pas tout le temps de manière positive. C'est-à-dire, je suis parti de l'exemple tout à l'heure, allez, moi je suis fort en mathématiques, un tel a progressé, etc. Mais on voit bien comment on peut prendre l'exemple en creux et l'exemple tout à fait inverse, et qui bloque les apprentissages. Ce processus-là, qui existe pour tous les élèves et qui existe tout le temps, il faut le prendre en compte. Comment est-ce qu'on le prend en compte? C'est-à-dire, comment on fait en sorte que les élèves soient conscients de ça? Je reviens sur les programmes, je reviens sur le socle commun, j'ai fait remarquer tout à l'heure qu'il fallait une certaine conscience de ces questions-là. Comment je fais en sorte que les élèves soient conscients? Alors, cette conscience, elle vient de ce que l'on appelle l'expérience métacognitive. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a une espèce de dispositif. Ça marche dans les deux sens, c'est un accélérateur et un frein. C'est pour ça que j'ai trouvé sur Internet cette pompe un peu compliquée. C'est un accélérateur et un frein. L'élève doit s'apercevoir, et nous on s'aperçoit, que les objectifs de la tâche, on les a ou on les a perdus. Aïe aïe aïe, je ne sais plus où j'en suis. Là, c'est une expérience métacognitive. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis, je cherche. Si on ne se pose pas la question, si toujours on avance, on fait, on n'est pas dans ce processus d'accès au système 3, on n'est pas dans ce processus d'éclairement, de réflexion, de prise de conscience. Pour avoir interrogé quelques élèves, c'est fascinant. Une fois j'ai fait les exercices, mais je m'étais trompé de page sur mon cahier. Je les ai fait quand même, j'ai rempli. Voilà, et j'ai rempli. Et c'est tout. Et je ne m'en suis même pas aperçu, c'est le lendemain, quand on a corrigé, je me suis aperçu que je m'étais trompé de page. Comment faire en sorte que les élèves prennent ce temps-là? Avoir une idée des résultats. Je sais que le résultat doit ressembler à... Est-ce que mon résultat ressemble à ce que j'avais pensé au début? Ah non, ça ne ressemble pas. Normal, je me suis trompé, ou etc. Des idées sur la progression, se poser la question, où est-ce que j'en suis? J'ai avancé, j'ai pas avancé, j'ai avancé suffisamment vite, j'ai pas avancé suffisamment vite. Ah non, j'ai pas avancé suffisamment vite. Donc il faut que je me concentre un peu plus. Je fais des efforts. L'allocation d'efforts est effectivement aussi importante. Est-ce que je dois me concentrer? Qu'est-ce qui est en train de me perturber? On travaille beaucoup avec les étudiants là-dessus. Quand est-ce qu'on coupe Facebook? Quand est-ce qu'on coupe Twitter, les textos, etc. pour pouvoir se concentrer sur la tâche. Et en classe, c'est pareil avec les élèves, même si vous n'avez pas affaire à ces interférences qui arrivent depuis les téléphones portables, mais peut-être que ça peut jouer sur les adultes aussi. Je coupe mes textos quand je suis en classe. Donc, c'est témoignage d'élèves aussi. Témoignage d'élèves aussi. Il faudrait que mon prof coupe ses textos quand il est en classe. Dans ce processus, cette pompe, ces expériences métacognitives, ça découle en jugement sur la tâche. Ah, ça vaut le coup que je continue.
Ça a de la valeur. Ou à l'inverse, oh, c'est comme d'habitude, c'est un truc de bébé, etc., hein, de maternelle, hein, comme disent les ados, de ouf, voilà, et je fais pas. Hein. Voilà. Selon le jugement que je peux avoir, je porte des jugements sur la tâche, et puis il y a l'idée, encore une fois, que le système 1 est prévalent. Donc souvent on a tendance à dire, nous et les élèves aussi, on va limiter les efforts, on va éviter les expériences douloureuses, donc on va se dire que c'est comme d'habitude, puis on va essayer de ne pas se montrer, on ne pose pas de questions, on ne lève pas le doigt, et on verra bien comment ça se passe. Donc, l'idée, c'est vraiment, en classe, de déclencher tout ça avec 25 élèves. De déclencher tout ça avec 25 élèves. Alors, c'est ce qu'on verra. Mais encore une fois, je vous propose une courte synthèse et après quelques questions. Alors, la courte synthèse fait référence aux travaux d'une chercheuse donc, croate. Alors là, on passe à la recherche internationale, donc c'est une référence en anglais que l'on peut trouver sur Internet, néanmoins.